Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit mélange entre mes deux dernières lectures, plus ou moins, enfin les deux dernières dont j'ai envie de vous parler. Lecture du Pumpkin Autumn Challenge, donc le challenge littéraire de Gimose, et en même temps, vu que j'ai quand même fini, plus ou moins, mon Cold Winter Challenge, là au moment où je tourne cette vidéo, le challenge se finit d'ici quelques jours, ben, j'en profite aussi pour vous parler de ça, comme ça je fais un peu un mélange des deux, puis ça vous fait un petit top flop de fin et début d'année. Comme en 2019, j'avais fait le choix de parler, on va dire, de mes lectures plutôt de façon saisonnière, comme j'aime le faire, c'est-à-dire en présentant ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé, plus ou moins tous les 3 mois. On va dire que c'est à peu près ça le rythme, une fois par saison. Bah, ça me semblait pas forcément nécessaire de vous refaire un top et un flop de mes lectures de 2019, parce que finalement ça serait reprendre exactement les lectures que je vous avais présentées dans ces vidéos-là. J'avais l'impression que ça faisait un peu doublon. Alors là, en l'occurrence, on n'est pas du tout à la fin de l'hiver, hein, donc je pète un petit peu le rythme, mais qu'est-ce qu'un rythme de nos jours, hein, j'ai envie de vous dire, surtout sur ma chaîne. Donc on va s'organiser comme ça pour cette fois, et je vais vous parler des 2 dernières lectures dont j'ai vraiment envie de vous parler, qui ont terminé mon Pumpkin Autumn Challenge, à commencer par le tome 2 des Sorcières du Clan du Nord, La Reine Captive de Irena Brignol aux éditions Gallimard. J'avais lu le premier tome lors du Pumpkin de 2018, donc là, en gros, j'avais vraiment prévu le coup de lire celui-ci, le tome 2, pour cette nouvelle édition. Et si j'ai envie de vous en parler, c'est plutôt dans l'optique que j'ai lu le tome 1, et je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais vraiment adoré. Ça avait été pour moi une très très belle découverte. Une histoire assez sombre, une histoire assez magique, mais dans le sens où les sorcières ne sont pas juste des sorcières qui ont une certaine magie et on a l'impression que ça leur coûte rien. Il y a vraiment un esprit de la magie que j'ai beaucoup aimé, toute une histoire autour de cette magie qui était vraiment très appréciable à lire. Le style était bien, les personnages n'étaient pas forcément dans les clichés habituels. Bref, j'avais passé un super bon moment avec le premier tome, donc forcément, j'en attendais quand même beaucoup de ce tome 2. Je vais pas beaucoup vous révéler de parties très importantes de l'intrigue, surtout concernant la fin du tome 1, donc si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous avez envie de le lire, ne vous en faites pas, ce n'est pas un avis qui va vous dévoiler beaucoup de choses. J'avais juste envie de revenir en général, comme je le fais pour mes avis, sur mon ressenti face à ce tome 2, qui, j'ai trouvé, n'était pas à la hauteur du tome 1. C'est un peu toujours mon problème avec les tomes 2. Là, en l'occurrence, je sais pas du tout si elle est terminée, la série. En fait, la fin du tome 1 m'aurait suffi, déjà, de base. En fait, pour moi, l'histoire aurait pu s'arrêter là, et ça me convenait. L'autrice a voulu aller plus loin et a voulu proposer un tome 2 qui porte déjà un titre et nous donne un résumé qui laisse présager quelque chose de très important qui se passerait sur un autre continent. Et en fait, toute la partie sur l'autre continent, déjà, ne m'a pas du tout intéressée, et de 2, n'est pas du tout assez fouillée, assez fournie. J'aurais voulu qu'on y soit beaucoup plus, en fait, quitte à ce qu'on y soit, autant vraiment développer cette partie-là, autant vraiment donner corps à ce personnage, à ces nouveaux personnages aussi, que finalement on entrevoit un tout petit peu. Et la partie qui se passe au clan du Nord était super intéressante, mais il manquait, en fait. Pour moi, il a manqué ce que j'avais adoré dans le premier tome. J'ai pas trouvé les histoires plus intéressantes que ça, j'ai été un petit peu déçue, et c'est ce que je voulais dire avant. Je suis souvent déçue des tomes 2, mais souvent parce que c'est le tome passerelle entre un tome 1 et un tome 3 qui, dans une trilogie, termine la série. Le tome 2, pour moi, il est toujours un petit peu bancal, c'est soit il est génial, et en fait il a vraiment son univers à lui, et il développe vraiment ses propres intrigues, ses propres problématiques. Mais bien souvent, je suis déçue parce qu'il est juste là pour faire le lien entre le début et la fin qui explose. Et là, alors que c'est peut-être une fin, je sais pas d'ailleurs, alors que c'est peut-être une fin, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu de... Ouais, en fait ce tome 2 pour moi n'est pas nécessaire. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette série, cette duologie, cette peut-être trilogie, je ne sais pas, honnêtement, moi je m'arrêterai à la fin du tome 1. C'est ce que j'aurais dû faire, j'avais envie de poursuivre parce que les personnages m'avaient plu, mais je pense que si j'avais cherché un petit peu et que j'avais peut-être vu des avis comme le mien, je me serais peut-être arrêtée puis j'aurais pas été plus loin. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. La deuxième lecture sur laquelle je voulais revenir, qui a été faite durant le challenge de Gimose, c'est Le Mur Invisible de Marlène Haushofer aux éditions Actes Sud, édition Babel pour le poche. Maureen, alias Digly sur ses réseaux sociaux, qui est une
BDiste, illustratrice, illustratrice. Non, elle est pas triste d'être illustratrice. Bref, vous m'avez compris, illustratrice et autrice de romans plutôt jeunesse pour l'instant. C'est une femme déjà que j'adore suivre notamment sur Instagram, c'est là-bas que je la suis le plus. Je la connais depuis ses débuts en fait. J'ai Autobiographie d'une fille gaga, j'ai vraiment ces bandes dessinées du début, je les ai et je l'ai vraiment découverte très très tôt, un peu à la période Pénélope Bagieux, Margot Motin et tout. Et j'ai beaucoup aimé son évolution, c'est vraiment une femme que j'aime suivre dans son quotidien, j'aime ses réflexions. Je suis pas toujours 100% d'accord avec elle, mais voilà, j'aime sa façon de réfléchir, j'aime sa façon d'exposer ses réflexions. Et il y a une année maintenant, elle a parlé du Mur invisible de Marlene Haushofer, qui est une autrice allemande, autrichienne, allemande, un des deux. Et qui a écrit donc Le Mur invisible, qui est passé assez sous silence, et d'ailleurs qu'on ne voyait plus en librairie avant que Maureen en reparle. Et quand Maureen en a parlé, parce qu'elle l'avait découvert, lu et qu'elle en a parlé sur ses réseaux, ça a été l'explosion. Je me souviens d'ailleurs que Actes Sud Babel avait été complètement dépassé par la demande. Le titre était dispo, mais pas trop. Et en fait, tout le monde le voulait, tout le monde voulait le lire. Et j'ai trouvé ça magique. En fait, la vague qu'elle a réussi à créer autour d'un titre qui était complètement tombé aux oubliettes, ça m'a fait tellement plaisir. Après coup, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais ce livre dans ma bibliothèque, dans cette édition qui ne ressemble pas du tout à la poche. C'était quelqu'un qui me l'avait envoyé. Je crois que c'était toi Lolita, donc si tu passes par là, merci beaucoup. Alors du coup quand Maureen en a parlé, forcément on m'a demandé si je comptais le lire, parce que ça rentrait quand même plus ou moins dans ce que moi je pourrais aimer. Et j'avais très envie, mais je suis toujours un peu comme ça malheureusement. Quand il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit, j'ai toujours envie d'attendre que le bruit s'arrête, se tasse. Et après j'arrive, voilà, donc moi j'ai attendu un bon moment avant de m'y mettre et j'avais gardé ce livre justement pour mon challenge de l'automne. Je me suis lancée dans cette lecture en sachant quand même plus ou moins ce que j'allais lire, en m'attendant à certaines choses qui sont arrivées, hein, donc ça, voilà, c'était très bien. L'histoire, c'est celle d'une femme qui, alors qu'elle est dans un chalet avec des amis à elle qui ont ce chalet, ses amis partent pour aller boire un verre à l'extérieur, vont dans le village d'à côté, et ne reviennent pas. Bon, elle s'inquiète pas plus que ça, elle va commencer à marcher, elle va sortir avec le chien et tout, et en fait le chien va se blesser, et elle va découvrir qu'elle est enfermée à cause d'un mur invisible, et que les peu de choses qu'elle peut voir de l'autre côté de ce mur, il y a notamment un homme appuyé contre une barrière, je crois, une femme qui est en train de laver du linge, ou je sais plus quoi, qu'elle arrive à entrevoir, elle ne peut pas leur parler, et quand elle les voit, ils font rien en fait, ils bougent pas, ils sont comme figés. Voilà, et c'est ce qu'on apprend en fait sur cette histoire-là au début, ça va être maintenant du coup le quotidien de cette femme qui doit se débrouiller avec un chien, par la suite elle va trouver une vache, elle va trouver un chat, et elle va essayer de vivre quoi en fait, d'abord de survivre et puis de vivre. Alors malheureusement j'ai pas eu l'engouement voulu pour ce livre, j'en avais très envie, hein, mais je l'ai pas eu, j'ai été un petit peu déçue de ma lecture. Je veux bien que ça soulève beaucoup de choses, ça soulève, je pense, beaucoup d'interrogations, on peut parler de plein de choses en fait autour de ce livre, et je pense que c'est la force de ce bouquin, c'est qu'à mon avis, quand on est plusieurs à le lire, après on a la chance de pouvoir en parler, on peut débriefer un petit peu autour, donner nos différentes sensations, tirer en fait un peu des messages, des conclusions par rapport à cet ouvrage. Ce qui pour moi de mon côté a pas été forcément le cas parce que je l'ai lu tranquillement de mon côté. Et voilà, en fait, j'ai suivi le quotidien de cette femme, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce mur, je suis quelqu'un de très... Voilà, quand il se passe quelque chose dans un roman, j'aime savoir pourquoi. C'est pareil dans les films, j'aime bien avoir une explication. C'est pas toujours bien, parce que là en l'occurrence je suis passée à côté de l'ouvrage à cause de ça, pour moi, parce que j'avais envie de savoir d'où venait ce mur et pourquoi il était là, et voilà, j'ai pas eu la conclusion que j'attendais en fait. Je pense aussi que j'en attendais trop, vu tout ce que, voilà, tous les avis que j'avais récupérés, tous les gens qui l'avaient lu, qui vraiment étaient très heureux de cette lecture. Bon, moi oui, j'ai passé des bons moments, il y a vraiment des très belles réflexions, il y a des beaux moments aussi de prise de risque où elle réfléchit à plusieurs choses et elle va se rendre compte de plusieurs choses par rapport à la société, par rapport à sa vie de femme, par rapport à sa vie de maman. Donc il y a pas mal de réflexions comme ça qui m'ont touchée à certains endroits de la lecture, mais pas au point où
où j'ai trouvé ce livre fantastique en fait. Voilà, je pense que je suis passée à côté, et c'est pas grave, ça arrive de passer à côté. À mon avis, j'aurais adoré qu'on travaille ce livre en cours de littérature, parce que pour moi, c'est le genre d'ouvrage qui a besoin justement peut-être d'une réflexion derrière, peut-être qu'on soit plusieurs à se mettre dessus pour en parler et tout, et qu'on puisse vraiment avoir différents points de vue, et surtout le comprendre de différentes manières. Bon, Le Mur Invisible, c'est pas complètement un flop, hein. Je l'ai mis dans cette vidéo pour vous en parler de façon un petit peu plus en profondeur, parce que je reste un peu sur ma faim. Voilà, on va dire que c'est le middle, mais où j'avais quand même des choses à vous dire dessus. J'ai ensuite commencé mes lectures du Cold Winter Challenge, 1er décembre, comme d'habitude. Bon non, j'ai commencé un petit peu avant, parce que je suis incapable de commencer ce challenge au 1er décembre, je suis toujours obligée de commencer un peu avant. Donc j'avais commencé par Falalalala de Émilie Chazeron aux éditions Sarbacane, dans leur collection Exprime. C'est une collection que j'aime bien en général, qui fait des bonnes choses. Et Falalalala me semblait être la lecture idéale pour commencer le challenge, vu qu'on va rencontrer Richard Tannenbaum, qui vit en Alsace, et qui est le seul homme grand d'une famille de femmes naines. Bon, déjà, voilà, c'est un petit peu problématique pour lui dans la vie de tous les jours. Il vit dans une très petite maison avec plein de petites femmes, et il est le seul mec, et en plus il est le seul grand. Et à l'approche de Noël, toute la famille est sur les starting blocks, vu que comme leur nom l'indique, les Tannenbaum profitent énormément en fait de la période de Noël pour faire prospérer leur entreprise qui tourne beaucoup autour de cette fête. À côté de ça, Richard, qui aime énormément sa cousine qui a presque le même âge que lui, apprend que cette dernière est malade. Je suis rentrée assez facilement dans cette histoire, je sais pas, il y avait quelque chose qui prenait assez vite. Il y avait beaucoup d'humour, il y avait vraiment un bon rythme, je me sentais bien dès le début avec ces personnages. Et puis ça a été trop loin, ça a été de trop. L'humour, au bout d'un moment, ne prenait plus. En fait, j'ai eu le problème avec cette histoire que tout ce qui s'y passe, vraiment la moindre petite chose, était prétexte à rire. Ça donnait du coup une histoire assez décousue, parce que dès qu'on entrait dans un sujet avec les personnages, dans une scène avec les personnages, il suffisait que l'un d'eux fasse une remarque, ou enfin dise quelque chose, pour qu'un autre commence à rigoler de cette remarque, ou fasse de l'humour autour de cette remarque, et que ça enchaîne sur d'autres traits humoristiques. On avait du coup complètement perdu le fil de ce que le personnage principal voulait dire à ce moment-là, et voulait faire avancer l'histoire. Ça a été assez compliqué du coup pour moi de vraiment suivre, parce que j'avais jamais l'impression de vraiment être dans le feu de l'action de l'histoire. J'avais pas l'impression d'avancer, je comprenais pas vraiment où voulait en venir l'autrice avec son histoire, vu que j'avais la sensation de ne pas avancer. Et toujours cet humour qui, quand il est vraiment trop répétitif, devient lourd en fait. Ça devient juste lourd. Et alors bon, que tous les personnages aient envie de rire à tout bout de champ, ça peut encore passer. Mais les 3/4, c'est sur des blagues un peu en dessous de la ceinture, et bon, t'en as une ou deux dans le bouquin, ça me dérange pas, je suis pas quelqu'un de prude, mais au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Enfin, tout le temps sur le même sujet, c'était vraiment la bande d'ados qui ne peut rire de rien d'autre que de sexe, en fait. Donc ça m'a un peu... Au bout d'un moment, c'était too much, quoi. Je prenais plus aucun plaisir à ouvrir ce bouquin, je savais que de toute façon, j'allais essayer de le lire. J'allais à peine avancer dans l'histoire parce qu'il y aurait eu 15 000 références rigolotes qu'il fallait choper entre-temps. Donc ouais, non, c'était un peu... C'était de trop, c'est dommage parce que ça commençait vraiment super bien. Et j'ai vraiment lu la fin en diagonale juste pour terminer l'histoire. Ben, ouais, non. Vraiment, ouais, très déçue. On va quand même parler de peut-être quelques lectures que j'ai appréciées, hein, ça pourrait être pas mal. J'ai quand même beaucoup aimé certaines de mes lectures durant le Cold Winter Challenge, et j'ai envie de vous parler de Sauver Noël de Romain Sardou, qui était le livre, je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai présenté ma pile à lire du Cold Winter, le livre qui était tombé un petit peu comme ça entre mes mains par hasard et que j'avais la chance de trouver. C'était le miracle de Noël, le livre n'étant plus édité. Je vais pas raconter toute l'histoire. Et ce livre, c'était la suite de Une seconde avant Noël, du même auteur, où on découvrait un peu une version, un mythe du Père Noël. Et dans cette suite, le Père Noël a besoin d'aide. Le livre s'appelle Sauver Noël, et c'est pas pour rien, vu que cette année, Noël n'a pas lieu. Et du coup, que se passe-t-il? Où est-il? Pourquoi les enfants n'ont pas eu de cadeaux? C'est horrible. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, donc ça se passe dans les années 1850, 1870 peut-être, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est la façon dont l'auteur raconte. C'est un conteur. Quand je lisais ce livre, donc pour moi, pas du tout à voix haute, j'avais quand même pourtant l'impression que quelqu'un dans ma tête
me lisait cette histoire. Il y a vraiment cette ambiance et cette atmosphère et ce style aussi qui est digne des contes. Et c'était rythmé comme ça, et les personnages sont hauts en couleur. Il y a des extrêmes, c'est plein d'aventures, et j'ai trouvé ça super chouette à lire en fait. C'était vraiment l'histoire de Noël par excellence. Je l'avais vraiment gardé pour le moment 24-25 décembre. Je me réserve toujours un livre de Noël, vraiment pour ces deux dates-là. Je me dis, quel sera le livre que je lirai vraiment à Noël, et là j'avais choisi celui-ci, et qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que alors vraiment, je pense que c'est une de mes meilleures lectures du Cold Winter de cette édition. J'ai vraiment apprécié, c'était tout doux, c'était à la fois enfantin, mais avec ce côté adulte des contes. Donc un joyeux mélange de tout ce que j'aime, avec la magie de Noël, avec ces petites improbabilités où on se dit, oui, on est vraiment dans une histoire fantastique, avec des lutins, avec des oies qui tirent des chariots dans le ciel. C'était vraiment magique. Et c'est le genre d'histoire que je me réjouis ensuite de lire avec Alice, typiquement. Ça pourrait être un très joli calendrier de l'Avent, garder ce genre d'histoires qui vont un petit peu pour tous les âges. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler, qui est aussi une très belle découverte, c'est La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddle. C'est Anaïs qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je lorgnais sur ce livre depuis hyper longtemps parce que vraiment je le trouve magnifique. Visuellement déjà il est très très beau, j'aime énormément les illustrations de Chris Riddle. C'est un illustrateur dont on reconnaît tout de suite le coup de crayon. Et moi c'est ce que j'adore, c'est pouvoir dire du premier coup d'œil, ça c'est Chris Riddle. Dans La Belle et le Fuseau, on a un mélange de contes entre Blanche-Neige, qui est sur le point de se marier, et La Belle au bois dormant, qui est dans un autre royaume. Mais malheureusement, son sort du sommeil est en train d'affecter de plus en plus de villes et de plus en plus d'habitants, et probablement bientôt le royaume de Blanche-Neige. Donc le jour de son mariage, Blanche-Neige décide de laisser la robe de mariée au château, de dire au prince « bouge pas, je reviens dans quelques jours », d'enfiler sa cotte de maille et de partir justement dans ce royaume endormi pour comprendre ce qui se passe. C'est une histoire qui se lit en un soir, elle fait à peu près 65 pages il me semble, plus les illustrations et tout, mais elle est hyper innovante. Elle est hyper innovante, bravo Neil Gaiman, parce que vraiment c'était une... c'est même pas une réécriture, oui si, c'est une sorte de pseudo-suite réécriture de contes que moi j'avais jamais vue, et j'ai été surprise. Pour moi c'est typiquement les albums pour adultes. C'est les albums qu'on va aimer lire ou même relire parce que l'histoire est différente. L'histoire est un peu sombre, l'histoire est un peu effrayante à certains moments. Une histoire bien ficelée, donc, comme vous l'aurez compris. C'est toujours plus compliqué, je trouve, de vous parler des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés et bien appréciés. C'est beaucoup plus facile, je trouve, de parler d'un livre qu'on n'a pas aimé. La Belle et le Fuseau, en plus que c'est un livre magnifique, donc dans la bibliothèque il est vachement canon, il est merveilleux. Oui, je crois que c'est la première fois que je vous parle plus de lectures qui m'ont un petit peu déçue, un peu où je suis mitigée, plutôt que de livres que j'ai vraiment aimés, mais ça fait du bien aussi. J'ai besoin des fois de faire sortir ces avis un peu négatifs, un peu où je sais pas trop ce que j'ai ressenti, je sais pas trop comment dire, ce que j'ai pas aimé, etc. Ça fait aussi du bien, mais je peux pas vous parler uniquement de ce genre de lecture. Donc, je suis contente de quand même vous avoir présenté 2 livres que j'avais beaucoup aimés, et je vous retrouverai bien sûr très prochainement pour de futures vidéos lecture, discussions lecture, renardises, etc. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse très fort, et je vous dis à une toute prochaine.